En montant à bord du luxueux avion d'Air France à l'aéroport Charles de Gaulle, Léa et Tom, deux adolescents parisiens, ressentirent immédiatement que ce voyage serait bien différent de tous ceux qu'ils avaient déjà connus. Assis, dans leur fauteuil spacieux de première classe, ils jetèrent un regard autour d'eux, encore étonnés d'être seuls, sans la présence rassurante de leurs parents. Le cadeau de leur père, Marc, PDG d'une grande entreprise nationale, dans le domaine technologique, n'était pas juste un simple déplacement vers Montréal. C'était, d'une certaine façon, un signe qu'il leur faisait confiance pour prendre leur place dans le monde. Léa, qui portait toujours une chemise à carreaux et gardait son carnet de dessin sur les genoux, échangea un regard complice avec son frère. Tom, un peu plus réservé, tapotait nerveusement sur la coudoir. Marc leur avait beaucoup parlé de ce voyage, de ce besoin de sortir de leur cocon et d'affronter d'autres réalités. Mais là, dans ce silence doré, entouré de voyageurs en costumes élégants et d'hôtesses souriantes, ils comprenaient peu à peu la portée de cet envol. La voix douce d'une hôtesse leur demanda ce qu'ils voulaient boire. Tom demanda un jus d'orange d'une voix hésitante, tandis que Léa opta pour un jus d'ananas. Ce simple échange, banal en apparence, prit pour eux une nouvelle dimension. Cette fois, il n'y avait pas leurs parents pour commander à leur place, pour les épauler s'ils ne comprenaient pas une consigne ou si un souci survenait. Léa s'efforçait de masquer son trouble, mais elle sentait bien cette légère tension, ce mélange d'excitation et d'anxiété à l'idée de devoir tout gérer à deux. Leur billet, soigneusement glissé dans une pochette en cuir, offerte par leur père, devenait soudain bien plus que des morceaux de papier. C'était comme si on leur avait confié les clés d'une aventure où leur autonomie compterait plus que tout. Léa, en posant la main sur celle de Tom, lui chuchota que tout irait bien, qu'ils n'avaient qu'à se soutenir, comme leur père n'avait cessé de le dire. Ce simple contact les rassura un peu. Tandis que l'avion commençait à rouler doucement sur la piste, Léa jeta un dernier coup d'œil par le hublot. Ils étaient enfin seuls, prêts à vivre, entre ciel et mer de nuages, leur première vraie aventure, celle où il allait falloir se faire confiance à chaque instant. Alors que Léa et Tom se laissaient aller dans le confort de leur fauteuil, s'échangeant de petits sourires rassurants à mesure que la tension retombait, la cabine, elle aussi, s'animait doucement. Tout autour d'eux, les passagers semblaient à la fois détendus et discrets, conversant à voix basse du dernier conseil d'administration, de vacances sur la Côte d'Azur ou du nouveau restaurant branché rue Oberkampf. Un parfum de café, chaud, flottait dans l'air, mêlé au bruit feutré des verres qu'on posait sur les tablettes et aux éclats de rire retenus derrière les journaux. Ici, on ne levait pas le ton, chacun respectant la place de l'autre. C'était un de ces environnements où tout semblait organisé pour que l'on se sente protégé et presque à l'abri du monde extérieur. Pour Léa et Tom, ce décor aussi luxueux qu'accueillant donnait un avant-goût d'aventure, mais sans le moindre risque apparent. Léa glissa un regard autour d'elle, notant la manière dont les adultes échangeaient poliment, leurs montres très chères, luisant sous la lumière tamisée. Le sentiment d'être dans une bulle paisible, loin de l'agitation parisienne habituelle, dominait. Pourtant, au fond d'elle, une légère inquiétude persista. Tom, qui lisait distraitement le menu, tourna la tête vers sa sœur et murmura, d'une voix à peine audible, « Tu crois qu'on est vraiment prêt ?» La question resta suspendue entre eux un instant, plus lourde qu'elle n'y paraissait. Léa sourit, un peu pour se rassurer, beaucoup pour donner du courage à son frère. « Bien sûr qu'on l'est. On a grandi à Paris, on a déjà vu. Pire, non ?» répondit-elle d'un ton plein d'assurance. Son optimisme, pourtant sincère, masquait l'incertitude qu'elle ressentait elle aussi. Mais en voyant Tom hocher la tête, confiant rien qu'un peu plus, Léa sentit leur complicité se renforcer. Cet échange glissé à voix basse fut comme une promesse secrète. Quoi qu'il arrive, ils pourraient compter l'un sur l'autre. Leur duo, d'habitude fondu dans le quotidien familial, allait devoir se débrouiller dans un monde fait de bruits polis et de regards étrangers. Derrière le calme apparent, Léa pressentait que tôt ou tard, une petite tempête viendrait, forcément briser le vernis de cette tranquillité.
Pour l'instant, pourtant, ils choisirent de profiter du moment, convaincus que tant qu'ils seraient ensemble, ils sauraient traverser les imprévus. La tranquillité de la cabine fut soudain bouleversée par l'arrivée remarquée de Madame Dubois, une femme d'affaires très connue pour son autorité froide lors des grandes réunions à la Défense et son exigence presque légendaire envers le moindre détail. Les passagers habitués échangèrent de furtifs regards en la voyant remonter l'allée d'un pas assuré, tailleur impeccable, manteau Chanel parfaitement, sur l'épaule, des lunettes à monture dorée qui semblaient jauger chaque centimètre carré autour d'elle. Sans hésitation, elle observa un par un les sièges jusqu'à arrêter ses yeux sur l'emplacement de Léa et Tom. Son regard, d'une rare intensité, resta posé plusieurs secondes sur les deux adolescents. On aurait dit qu'elle évaluait leur droit d'être là, comme si le simple fait de les voir seuls, en première classe, jeunes et sans adulte à proximité, remettait implicitement en question leur présence à bord. Léa sentit tout de suite cette tension nouvelle, un mélange de curiosité et de jugement que rien ni personne n'avait manifesté jusque-là dans cet espace feutré. Tom, quant à lui, se crispa légèrement. Il s'arrêta de tripoter le menu et regarda sa sœur pour chercher un peu d'assurance. La bienveillance chaleureuse de l'instant précédent semblait s'être envolée. Le changement d'atmosphère fut contagieux. Certains passagers, qui quelques instants plus tôt échangeaient discrètement des anecdotes de vacances, coupèrent court à leur conversation, jetant des coups d'œil tantôt vers Madame Dubois, tantôt vers les deux jeunes. Les hôtesses ralentirent leurs pas, attentives à ce qui allait suivre, adoptant ce ton mesuré que l'on réserve aux situations délicates. On ne parlait plus. Les journaux s'abaissèrent, les tablettes se refermèrent. La première classe, chaleureuse et polie, s'effaça. À ce moment précis, l'ambiance devint pesante comme jamais. Léa sentit son cœur battre plus vite. Elle imagina que tout le monde devait entendre ses battements, tant la tension était palpable. Ce n'était plus une question d'avoir de bons billets, ni d'être bien habillé ou poli. D'un coup, l'enjeu avait changé. Il s'agissait de leur place, de leur légitimité. Ce territoire pourtant si neutre, faussement protégé, se révélait un terrain miné où chaque regard valait défi. Pour la première fois depuis l'embarquement, Léa comprit que leur autonomie allait être testée autrement. Et tout autour, même ceux qui n'avaient rien dit, retenaient leur souffle, conscients d'assister au début d'un affrontement où il n'était plus seulement question de confort, mais aussi, et surtout, de reconnaissance. Madame Dubois ne perdit pas de temps à s'installer ou à saluer qui que ce soit. Elle s'arrêta net devant les sièges de Léa et Tom, croisa les bras et d'un ton sec qui portait à travers toute la cabine, déclara sans détour « Ces places sont habituellement les miennes. Je les réserve à chaque voyage. Tout le monde ici le sait. Vous avez sans doute dû vous tromper en vous installant là. Il serait plus adéquat que vous alliez vous asseoir ailleurs. » Elle dit cela avec une telle certitude et un air de supériorité que personne n'osa d'abord intervenir. Les paroles de Madame Dubois étaient froides, chaque mot pesé. Mais par-dessus tout, il y avait dans sa posture une volonté claire, imposer une habitude, faire passer son privilège personnel avant tout règlement ou logique. Les regards des autres passagers devinrent gênés, certains détournant les yeux. L'hôtesse de l'air elle-même hésita un instant, prise au dépourvu par la scène. Léa sentit son visage chauffer, tandis que Tom, incrédule, ouvrait la bouche, mais ne parvenait pas à répondre tout de suite. Ce n'était plus seulement une question de politesse ou de mauvaise compréhension. L'assurance de Madame Dubois effaçait d'un coup les droits fondamentaux des deux adolescents, comme si leur billet d'embarquement ne signifiait rien face à l'habitude d'une clientèle privilégiée. Le malaise se lisait partout. La conversation n'était plus seulement à propos de sièges, mais du droit d'appartenir à un espace, d'être reconnu à égalité. Léa sentit une profonde injustice monter en elle. Jamais elle n'avait eu à défendre ainsi une position aussi simple, aussi basique.
Tom, lui, regarda autour, cherchant des alliés, mais croisa surtout des visages gênés, des épaules qui se haussaient, comme pour dire que tout cela ne les concernait pas. Il comprenait maintenant qu'il n'était pas seulement questionné, mais presque effacé du cadre par une personne pour qui leur présence n'était pas légitime. Le silence après la déclaration de Madame Dubois pesait lourd. Pour Léa et Tom, le simple fait de s'asseoir là, dans ces fauteuils parisiens immenses, devenait l'image vivante de décennies, pendant lesquelles beaucoup comme eux avaient été priés, directement ou non, de laisser leur place. À cet instant, ils saisirent à quel point un geste ordinaire pouvait porter, parfois, tout le poids d'une histoire d'exclusion. Léa prit une inspiration discrète, cherchant ses mots pour ne pas envenimer la situation. Elle redressa le dos et s'adressa à Madame Dubois d'une voix posée, presque timide mais ferme. « Excusez-moi, Madame, mais nos billets indiquent clairement ces places. Notre père a payé ses sièges bien à l'avance. Nous comprenons que vous ayez une habitude, mais nous avons, nous aussi, le droit d'être ici aujourd'hui. » Elle essaya d'adopter le ton le plus respectueux possible, espérant apaiser l'échange. Mais le visage de Madame Dubois se ferma encore davantage, les lèvres pincées, l'œil froid. Elle n'avait pas l'intention de lâcher prise si facilement. À côté de sa sœur, Tom sentait la colère monter. Il serrait les accoudoirs, essayant de garder le contrôle pour ne pas faire de scène, mais tout en lui criait à l'injustice. Ce n'était pas la première fois qu'il sentait le regard d'un adulte lui signifier, sans mot dire, qu'il ne méritait pas une place, mais jamais cela n'avait été aussi manifeste et aussi public. Les hôtesses, voyant la tension grimper, s'approchèrent pour tenter de gérer la discussion. Une jeune femme en uniforme proposa poliment de vérifier les billets de tout le monde, espérant calmer le jeu. Mais Madame Dubois ignora complètement sa tentative, la regardant à peine, préférant continuer à asséner son argument habituel sur la tradition et le respect envers ceux qui ont contribué depuis des années à la réputation de la compagnie. Personne ne savait vraiment quoi répondre à ça. Les membres de l'équipage, face à l'assurance hautaine de Madame Dubois, perdirent vite leur contenance. L'une d'elles échangea un regard gêné avec Léa, comme pour s'excuser, mais n'insista pas. Pendant ce temps, les passagers des autres rangées se contentaient d'observer, visiblement mal à l'aise. Personne ne leva la voix ni n'intervint. Beaucoup baissèrent juste les yeux ou se plongèrent dans leur téléphone, préférant ne pas se mêler à une altercation qui, au fond, venait heurter un équilibre tacite. Ici, chacun savait à quel monde il appartenait. Et la remise en cause de ce privilège dérangeait même pour ceux qui n'osaient pas l'admettre. Léa et Tom comprirent à cet instant qu'ils n'étaient pas seulement deux jeunes défendant leur siège, mais deux intrus défiant sans le vouloir un vieux code silencieux. La discussion prit rapidement une autre tournure, bien plus dure. Madame Dubois, agacée par la résistance de Léa et Tom, se mit à parler plus fort, cherchant l'adhésion des autres, avec des phrases dangereusement choisies. Son ton se fit cassant. Il fut un temps où la première classe n'était pas envahie par n'importe qui. Aujourd'hui, il suffit que papa travaille dans la tech et tout le monde s'imagine à sa place. On en oublie le respect, la tradition. Elle lança un regard insistant vers leur peau mate, puis ajouta sans détour « Il faut bien que la compagnie fasse des efforts de diversité, mais il y a des limites, non ?» Dans la cabine, certains détournèrent le regard, gênés par la tournure nerveuse de la discussion, mais aucun ne protesta. L'idée de s'en mêler semblait inconcevable, chaque visage cherchant à se préserver de l'inconfort. Le silence se fit de plus en plus pesant, interrompu seulement par la voix cruelle de Madame Dubois, qui poursuivit. « Et puis, on est quand même en première classe. Ce n'est pas une colo, ni un terrain de jeu pour ados. Il y a des codes, un savoir-être que vous ne pouvez pas comprendre à votre âge. » Les mots étaient pointus, chacun blessant un peu plus les jeunes, marquant leur différence d'âge et de couleur comme une barrière infranchissable. Léa sentit la gorge lui serrer, prise entre la honte et la colère. Mais Tom lui lança un regard déterminé, rempli d'une fierté nouvelle.
À travers ce simple échange complice, ils se redressèrent un peu plus, refusant de baisser la tête. Rester silencieux aurait peut-être été plus facile, mais ce n'était plus une option. Leur dignité était en jeu, bien plus que des sièges numérotés à plusieurs milliers d'euros. Autour d'eux, le silence se transforma en mur, isolant Léa et Tom dans ce combat solitaire. Personne ne leva la voix pour prendre leur défense, comme si cette épreuve faisait tout simplement partie de l'ordre des choses. Pourtant, les deux adolescents refusèrent de craquer. Ils continuèrent à soutenir le regard de Madame Dubois, et prêts à affronter non seulement son mépris, mais celui de tous ceux qui, par leur inertie, validaient encore cette ancienne frontière. Cette solidarité muette entre frères et sœurs prit alors la forme d'un acte de résistance, même minuscule, face à la violence ordinaire d'un monde qui n'aidait pas toujours ceux qui osaient réclamer leur place. Après de longues minutes, tendues, alors que l'air semblait s'alourdir à chaque seconde, la chef de cabine, Madame Giraud, fit enfin son apparition au premier rang. Elle portait fièrement son uniforme bleu marine, affichant un sourire professionnel en s'approchant. Du groupe, beaucoup de passagers, soulagés, crurent que sa venue mettrait fin à l'embarras général d'un et simple mot d'autorité. Léa aussi, un court instant, sentit renaître un peu d'espoir. Apparue à tant de moments critiques, Madame Giraud avait la réputation d'être juste et efficace. Madame Giraud écouta patiemment le récit d'un côté de Madame Dubois détaillant son ancienneté sur cette ligne d'Air France Paris-New York, de l'autre, Léa et Tom posant calmement leurs droits avec leurs billets en main. Après quelques hochements de tête et un soupir à peine caché, la chef de cabine prit la parole. « Je comprends que la situation soit délicate. Vous savez, nous avons tous envie que ce vol parte à l'heure. Je pense que parfois, céder peut grandement aider à garder une bonne ambiance à bord. Je vous demanderai donc, si cela vous est possible, d'accepter de changer de place. Cela nous éviterait un retard désagréable et quelques tensions inutiles. » Elle lança un regard entendu à Madame Dubois, tentant de convaincre Léa et Tom sans insister ouvertement. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son frère, face à cette proposition, eut un mouvement de recul. Tom sentit sa colère bouillonner. Tout en pesant bien ses mots, il répondit « Avec tout le respect que je vous dois, madame, ce ne serait pas céder un peu. On nous demande tout simplement d'abandonner ce qui est à nous. Notre père a payé pour ces sièges. Nous sommes à notre place. Nous ne faisons rien de mal. Et franchement, on ne voit pas pourquoi on serait obligé de bouger juste parce que quelqu'un de plus influent le demande. » Un silence gênant tomba, interrompu seulement par quelques raclements de gorge. Les mots de Tom claquèrent dans l'air, montrant toute la détermination tranquille qu'il avait gardée jusqu'ici. Là où Léa entrevoyait une solution sensée, Tom exprima tout haut ce que tant de gens n'osaient pas dire, que l'accord tacite qui arrange les puissants ne devait pas remplacer la justice. Ils comprirent alors que même ceux censés défendre la règle pouvaient parfois préférer la facilité au vrai courage. Juste au moment où tout semblait figé, une voix grave s'éleva depuis l'autre côté de la rangée, brisant enfin le silence épais. C'était Monsieur Bernard, un homme d'une 50aine d'années, toujours discret d'ordinaire. Il venait souvent à Paris pour le travail, et ce jour-là, il n'avait pas prévu de prendre parti dans quoi que ce soit. Mais en voyant Léa et Tom, il ne pouvait plus se taire. « Excusez-moi, mais tout ceci n'est pas juste. Les billets de ces jeunes sont valides, ils ont suivi les règles, ils ont parfaitement leur place ici. On ne devrait pas leur demander de partir seulement parce qu'une habitude vous arrange, madame. » Sa voix portait sans crier et l'espace d'un instant, quelque chose sembla se débloquer dans l'ambiance pesante de la cabine. Quelques têtes se relevèrent, étonnées, et certains passagers arrêtèrent de fixer à leur tour leurs écrans, comme réveillés brusquement d'un long malaise. L'espoir qu'une justice toute simple puisse exister regagna un peu de terrain dans la première classe. Même Léa sentit son souffle s'alléger et risqua un regard vers l'inconnu, reconnaissante. Tom, malgré tout, resta tendu. Il voyait bien que le personnel, lui, n'était pas prêt à faire bouger les choses aussi vite. Madame Giraud
et le steward, M. Dufour, revinrent à la charge, à peine ébranlés par l'intervention de M. Bernard. Ils répétèrent, plus doucement peut-être, « Nous vous prions de bien vouloir accepter une solution pour le confort de tout le monde, sinon nous allons vraiment devoir retarder le décollage. Il faut garder l'harmonie, c'est important. » La pression restait claire, malgré toute la politesse de façade. La voix de Tom trembla un peu quand il prit la parole. C'était l'émotion, la fatigue aussi, mais surtout la frustration, de sentir que chaque argument était presque inutile face à la logique du plus simple pour tous. Pourtant, il tint bon, décidé à ne pas céder, même si sa détermination se manifestait dans ce timbre légèrement brisé. C'est à ce moment-là que Léa fit entendre sa voix, calme mais pleine d'assurance. « Nous resterons à nos places. Nous ne sommes pas moins légitimes parce que nous sommes jeunes ou parce que certaines personnes décident de nos droits à notre place. Nous aussi, nous comptons. » Toute la cabine lui prêta soudain attention. Et pour la première fois depuis le début de la scène, c'est la certitude tranquille de Léa, et non l'agitation, qui prit le dessus. Le malaise général monta d'un cran. Chacun sentait au fond de soi qu'un point de non-retour était proche. Repoussés momentanément vers l'arrière de la cabine, Léa et Tom se retrouvèrent côte à côte, un peu à l'écart, là où personne ne semblait prêter attention à eux. Ce déplacement imposé n'était pas vraiment un abandon, mais une sorte de parenthèse. Ils échangèrent un regard silencieux, mélange d'appréhension et de détermination. Si certains avaient pu y voir une forme de recul, eux le vivaient au contraire comme un temps de pause, presque stratégique pour reprendre leur souffle au milieu de la tourmente. Léa sortit son téléphone et composa le numéro de leur père, Monsieur Karim. Elle savait qu'il leur avait toujours répété qu'on ne devait jamais se laisser intimider, surtout quand on avait raison. À l'autre bout, la voix grave et rassurante de M. Karim répondit rapidement. Léa fit un résumé rapide. Les refus, la pression, la façon dont on cherchait à les faire partir, tout ce qui s'était passé. Tom, de son côté, serrait le poing, anxieux mais soulagé qu'un adulte de confiance écoute enfin leur version. M. Karim, habitué aux situations compliquées dans le monde des affaires, comprit tout de suite l'ampleur de ce qui se jouait. D'une voix ferme, il calma d'abord ses enfants, leur rappelant que le plus important était de garder la tête froide et de ne pas céder ni à la provocation ni au doute. « Vous restez là où vous êtes. Je vais m'occuper du reste. Je vous fais confiance et je suis fier de vous deux. Gardez la tête haute, ne donnez pas un seul centimètre, ni pour l'argent, ni pour un faux confort. » La justice finit toujours par se voir. Ce soutien venu du cœur ressouda instantanément Léa et Tom. Après avoir raccroché, un autre regard passa silencieusement entre eux, cette fois rempli d'une certitude nouvelle. Ce n'était plus la peur qui guidait leurs pas, mais l'assurance qu'ils avaient raison, que même isolés dans une cabine de première classe, ils portaient quelque chose de plus grand qu'eux. Ils revinrent tranquillement vers leur siège, ignorant les regards parfois hostiles ou gênés des autres passagers. Cette fois, leur geste était sûr, leur posture droite, et rien ne pouvait éteindre la force tranquille transmise par leur père. Dans le calme apparent de l'avion, Léa et Tom retrouvaient leur place, avec la force tranquille de ceux qui ont reçu le soutien inconditionnel d'un parent. De l'autre côté de la France, à la Défense, leur père Karim venait tout juste de quitter la salle vitrée où il dirigeait une réunion importante liée à plusieurs milliards d'euros de contrats. Malgré la gravité du sujet, il n'avait pas hésité. Le dossier familial passait bien avant n'importe quelle négociation. Il s'excusa brièvement auprès de ses collègues, attrapa son téléphone et, d'une voix qui ne laissait aucun doute sur sa détermination, appela le président de la compagnie aérienne nationale. Karim savait exactement quel impact ces mots pouvaient avoir dans les hautes sphères. Il n'était pas seulement un client privilégié. Il connaissait personnellement la plupart des décideurs.
Il expliqua sans détour la scène vécue par ses enfants, insista sur l'humiliation subie et rappela à son interlocuteur l'importance des valeurs que la compagnie affichait fièrement sur ses publicités et dans les médias. « Je ne demande pas un simple geste commercial, dit-il sèchement. J'attends une réponse claire, immédiate, et la garantie que mes enfants seront traités avec dignité. Sinon, vous aurez non seulement perdu une famille de voyageurs fidèles, mais aussi bien plus que votre réputation. » Au bout du fil, le directeur général comprit très vite qu'aucune excuse de façade ne tiendrait. Il promit une intervention rapide et donna aussitôt l'ordre à son équipe de prévenir l'équipage sur le vol Paris-New York. L'affaire prenait un tour tout à fait nouveau. Il ne s'agissait plus de choisir le chemin du moindre effort, ni d'essayer d'arranger les apparences. Cette fois, la question devenait institutionnelle, symbolique. Un brusque renversement se préparait, et il n'était plus question de céder devant la colère d'un seul passager ou les vieilles habitudes de la première classe. À cet instant, imprécis dans l'avion, personne ne se doutait que la situation venait de changer d'échelle, que le confort des habitudes ou des préjugés allait plier devant une réaction venue d'en haut. Ce qui avait commencé comme une querelle de siège s'apprêtait à bouleverser tout l'ordre établi du vol. Dans la cabine, l'atmosphère était devenue étrange, comme suspendue. Les annonces d'embarquement avaient cessé, chacun observait les moindres mouvements des membres de l'équipage avec nervosité. Puis, soudain, la porte de l'avion s'ouvrit de nouveau et deux femmes, en tailleur sombre, badge officiel à la main, remontèrent l'allée avec l'assurance de celles qui venaient régler quelque chose de grave. C'étaient des responsables venus directement du siège de la compagnie Air France. On sentait bien que cette intervention n'avait rien d'ordinaire. Les passagers, troublés, se penchèrent à demi sur leur siège pour voir ce qui allait se passer. Même Madame Dubois, d'habitude si sûre d'elle, perdit un peu de son aplomb. Les hôtesses et stewards baissèrent les yeux en voyant approcher les responsables, car il était clair que la situation dépassait tout ce qu'ils avaient connu. Jusque-là, l'une des responsables, Madame Morel, demanda d'un ton posé à ce que toutes les personnes concernées restent présentes. Elle invita Léa et Tom à rester assis, puis s'adressa à la chef de cabine et à Monsieur Dufour pour leur demander un résumé des événements sans fioriture. Après avoir écouté les versions, elle se tourna calmement vers Madame Dubois, puis vers tout l'équipage, et même vers les passagers proches, pour bien signifier que cette question dépassait désormais la petite dispute ou le souci d'harmonie. Madame Morel expliqua à haute voix. « Il y a ici un contrat, ces deux jeunes ont payé, ils ont droit à ces places. Maintenir la paix ne peut pas vouloir dire sacrifier le droit le plus élémentaire, celui d'être respecté. Ici, la vieille habitude de donner raison aux plus influents ou de céder à ceux qui crient le plus fort ne s'applique pas. Ce qui compte, ce sont les droits et la justice, et nous ne tolérerons aucun écart. » Pour la première fois, l'équipage comprit que l'erreur commise aurait des conséquences réelles. Madame Morel leur signala que ce genre de manquement serait revu en détail et que pour la compagnie, chaque passager devait pouvoir compter sur une protection, quelle que soit son origine ou son âge. Madame Dubois, elle, ne trouva rien à répondre, comprenant que l'ère où la tradition protégeait certains venait peut-être de prendre fin ce matin-là, à plusieurs milliers de mètres d'altitude. L'intervention ne s'arrêta pas aux paroles de Madame Morel. À ses côtés, Monsieur Lefebvre et Madame Nguyen, deux cadres supérieurs de la compagnie, prirent la parole à tour de rôle. D'une voix claire et posée, Monsieur Lefebvre ouvrit la tablette de réservation sur sa tablette et, sous les yeux de tous, montra à l'équipage et aux passagers à proximité que les noms inscrits sur les sièges disputés étaient bien ceux de Léa et Tom Serradji. « Il n'y a aucune ambiguïté, expliqua-t-il. Ces places leur sont réservées et payées selon toutes les règles. Il n'existe pas, dans notre politique, de privilèges liés à l'ancienneté, à l'habitude, ni à la réputation. Le système et la loi sont clairs. » Madame Nguyen ajouta « Il faut savoir reconnaître ses torts et les corriger rapidement. Permettre que de telles pratiques continuent, ce serait tolérer le mépris, la ségrégation ou l'injustice. Ce n'est ni notre mission,
ni notre image, ni ce que nos clients attendent de nous. Elle avait une façon très directe de s'exprimer qui coupa court à tout murmure. Un silence étrange tomba alors sur la cabine. Ce n'était plus seulement du malaise ou de la gêne, mais une sorte de libération collective. Enfin, quelqu'un venait casser ce jeu de masques où certains croyaient pouvoir imposer leur volonté. Léa sentit son cœur se relâcher. Tom desserra les poings. Les autres passagers, qui hésitaient plutôt à réagir par crainte ou indifférence, se surprirent à fixer la scène avec plus de respect pour ces deux jeunes qui avaient osé tenir bon. Quant à Madame Dubois, son visage se ferma, la ride du front plus profonde que jamais. Elle évita le regard de tout le monde, comprenant à quel point sa posture venait d'être renversée. Mais ni Lefebvre ni Nguyen ne cherchaient l'humiliation. Leur message, c'était un vrai rappel des limites. Ici, ce n'est pas le rang ou l'argent qui font la loi. C'est le respect du droit, et surtout le respect des personnes. On sentait que tous, du personnel à la clientèle, comprenaient que ce rappel valait pour chacun, peu importait sa place dans l'avion. Pour une fois, le pouvoir était utilisé pour donner du poids à la justice, et l'écho de cette leçon risquait de durer bien au-delà de ce vol. Alors que le silence s'étirait encore, Madame Nguyen s'avança d'un pas vers l'allée centrale, son badge bien en évidence. Elle se tourna vers tous les passagers, sa voix claire, résonnant dans la cabine, pour annoncer ce que personne n'aurait jamais cru entendre lors d'un vol entre Paris et New York. En raison de son comportement discriminatoire et de la façon dont elle a violé les valeurs fondamentales d'Air France, le statut prioritaire de Madame Dubois est révoqué avec effet immédiat. Elle ne bénéficiera plus d'aucun privilège sur nos vols, et cette décision sera communiquée à l'ensemble de notre groupe. Ce simple énoncé eut l'effet d'un séisme invisible. Tout le monde comprit que quelque chose d'important venait de se passer. Plusieurs passagers échangèrent des regards stupéfaits. D'autres détournèrent les yeux, gênés de s'être peut-être identifiés aux vieilles habitudes. Même ceux que la scène laissait d'habitude indifférents sentirent que ce moment marquait un tournant. Voir le pouvoir social s'évaporer devant eux, la perte soudaine d'un statut que l'on croyait inamovible, c'était comme voir une page se tourner dans l'histoire non officielle de ces vols de première classe. Madame Dubois, impossible à ignorer malgré sa tentative de se faire discrète, serra son sac sur ses genoux, complètement désemparée. Elle cherchait visiblement la contenance, mais aucun mot ne lui venait. Ses habitudes privilégiées venaient de s'effondrer en quelques minutes, sous les yeux de toutes et de tous. Dans la même foulée, Madame Morel se tourna vers la chef de cabine et Monsieur Dufour, posant sur eux un regard ferme. Suite à votre omission et votre manque de réaction, vous êtes suspendus de vos fonctions en attendant les conclusions de l'enquête interne. Les mots tombèrent sans agressivité, mais personne ne doutait de leur sérieux. Il n'y avait ni théâtre, ni vengeance, seulement la volonté claire de rétablir une forme de justice et d'éthique à bord. Un souffle circula alors, comme si chacun pouvait enfin respirer plus librement. L'idée que l'impunité avait une limite se propagea silencieusement. Léa et Tom, de leur côté, se regardèrent d'un air étonné et soulagé, réalisant que, pour une fois, la justice avait réellement parlé et que leur courage n'avait pas été vain. Privée de la protection de ses privilèges, Madame Dubois ne trouva plus aucune issue digne. Son visage, auparavant fermé par l'humiliation, se tordit peu à peu sous la colère. Sa voix aiguë brisa le silence retrouvé de la cabine, se répercutant sur les parois de l'avion. Elle se leva brusquement, pointant du doigt les responsables de la compagnie. « Je veux parler au commandant. On n'a pas le droit de traiter une cliente comme moi de cette façon. Vous allez le regretter, je vous jure. » Son ton oscillait entre menaces et supplications, et incapable de recouvrer le contrôle qui lui avait toujours appartenu jusque-là. Les regards se détournèrent, gênés, certains passagers murmurant à voix basse entre eux, d'autres affichant une indifférence de façade. Les plus proches, surtout, ressentaient dans l'air le malaise immense de cette colère en public. Il n'était plus question de statut, mais d'un simple et profond désarroi,
exposé sans fioriture. Au bout de quelques instants tendus, le capitaine Laurent fit son apparition. Grand, droit, dans son uniforme impeccable, il ne montrait aucune émotion particulière, si ce n'est une autorité tranquille. Son arrivée ramena instantanément l'attention et étouffa la cacophonie. Il s'approcha calmement de Madame Dubois et lui adressa un regard direct, sans excès ni froideur. « Madame, je comprends votre mécontentement, mais ici les règles sont les mêmes pour tous. Nous avons tous une responsabilité envers la sécurité, le respect et la dignité de chacun. Il n'est plus question de privilèges ou d'habitudes, mais d'ordre et de respect à bord de cet appareil. » Il parla avec cette simplicité qui ne laisse aucune place à la contestation, mais qui ne cherche pas l'humiliation non plus. Madame Dubois s'effondra presque sur son siège, ses mots devenant inaudibles. Le reste des voyageurs, témoins, silencieux de la scène, ressentit la portée de cette intervention. Il ne suffisait pas de crier, encore moins d'avoir été favorisé par le passé. Désormais, même dans l'espace fermé d'un avion, l'ordre et l'équité passaient, avant le prestige ou les passe-droits. Léa et Tom échangèrent un regard rassuré, sentant que l'avion tout entier reprenait enfin un peu de paix et de normalité. Face au regard ferme du commandant Laurent et à sa mise en garde sans équivoque, Madame Dubois sentit qu'elle avait épuisé toutes ses options. Il lui rappela d'une voix claire que tout nouvel éclat ou trouble à bord aboutirait sans discussion à sa descente immédiate à la prochaine escale, quelles que soient ses anciennes habitudes ou sa place dans le carnet de fidélité de la compagnie. Cette fois, plus personne ne viendrait à sa rescousse. Madame Dubois, d'ordinaire si sûre d'elle, demeura figée, resserrant sa ceinture et fixant le plafond sans un mot supplémentaire. On ne percevait plus en elle aucune trace de l'arrogance qui jusque-là la rendait intouchable. Dans la cabine, un mutisme presque solennel s'installa. Les regards s'échangèrent, chacun comprenant que la page était définitivement tournée. Il y avait dans ce silence un accord collectif, un message discret. Cautionner l'injustice, même par simple passivité, c'est participer au problème. Des passagers, jusque-là indifférents ou mal à l'aise, semblaient porter un regard nouveau sur l'ensemble de la scène, réalisaient que détourner les yeux ne suffirait plus. Certains laissèrent échapper des sourires légers ou hochèrent discrètement la tête, d'autres glissèrent de timides applaudissements à l'adresse du capitaine Laurent, remerciant en silence son courage et sa droiture. Léa et Tom, eux, restèrent immobiles, les mains serrées sur leurs accoudoirs, se contentant d'observer le calme retrouvé sans chercher à se mettre en avant. Ce n'étaient pas des applaudissements ou la défaite visible de quelqu'un qui leur importait, mais bien le retour d'une justice simple, l'idée que chacun sans exception a droit au respect. Non pas une victoire spectaculaire, mais un apaisement intérieur, une réparation profonde. Le fait de ne pas avoir cédé, de ne pas avoir baissé les yeux, leur donnait une confiance nouvelle. On pouvait tenir tête sans violence à ce qui était injuste. Subrepticement, le personnel de bord reprit son service, l'ambiance se réchauffant peu à peu alors que l'avion poursuivait son trajet au-dessus de l'Atlantique. Chacun, à sa façon, savait au fond de lui que quelque chose avait vraiment changé. Désormais, plus personne sur ce vol n'oublierait que le vrai courage n'humilie personne. Il relève et protège l'équité, même lorsque c'est invisible. Pour la plupart, tout semblait s'être apaisé dans la cabine quand, dans un dernier sursaut, Madame Dubois tenta de reprendre la main, sortant précipitamment de son sac son célèbre carnet d'adhérentes platinum. Elle le brandit presque sous le nez des responsables, comme si ce simple geste pouvait effacer les décisions prises ou inverser le cours des choses. Elle bafouilla quelques mots sur ses années de fidélité, son implication dans la compagnie, cherchant des regards amis ou une ouverture qui la sauverait du naufrage. Mais rien, ni une réaction du personnel, ni un soutien chez les passagers, juste l'indifférence la plus totale. Les gens tournèrent la tête, feignaient de ne pas entendre, plus personne ne voulait donner d'importance à cette vieille logique de privilèges achetée à coups de miles ou de relations.
C'est alors que M. Lefebvre, le directeur régional, encore présent à bord, mit un terme définitif à la scène. Il s'approcha calmement, sans hausser la voix, et annonça simplement « Madame Dubois, votre comportement ne respecte ni nos clients ni nos équipes. Vous êtes officiellement exclue de tous nos programmes de fidélité. Toute tentative de profiter de privilèges futurs avec Air France est désormais interdite. » Ces mots furent prononcés d'un ton neutre et ferme, comme si la décision était simplement la suite logique d'un choix qui ne leur appartenait même plus, mais qui s'imposait à tous. Le poids de la sentence tomba dans la cabine, comme une pierre. Cette fois, même ceux qui auraient pu éprouver un peu de pitié se turent. Il n'y eut ni cri ni réclamation. Les quelques regards qui se posèrent encore sur Madame Dubois glissèrent sans s'arrêter, indifférents. Pour la première fois depuis le début du vol, elle se retrouva vraiment seule, ses titres et son passé devenus inutiles face à une justice froide, presque anodine pour les autres, mais décisive pour elle. Tout le monde comprit alors, presque sans se le dire, que le pouvoir exercé sans éthique ne donne au bout du compte que de l'isolement et du mépris. Madame Dubois, qui avait longtemps imposé le silence aux autres grâce à son influence, découvrait cette vérité. Une autorité, vide de valeur, ne protège de rien. Tandis que l'avion filait vers New York, c'était la fin d'une ère, et pour elle, le début du vrai face-à-face avec soi-même, dans le silence glacé du rejet. Alors que l'annonce de l'exclusion de Madame Dubois flottait encore, dans l'air, 2 agents de sécurité de la compagnie, venus discrètement depuis la porte avant, traversèrent la cabine, leur uniforme bleu nuit impeccable. Ils se placèrent de chaque côté de Madame Dubois qui, malgré l'évidence de la situation, tenta une dernière fois d'opposer de fausses menaces. Sa voix s'éleva, parcourant la rangée. « Vous entendrez parler de moi. Ce n'est pas fini, je connais du monde là-haut. » Mais personne ne semblait plus craindre ces grands mots. Parmi les passagers, certains détournèrent le regard, d'autres suivaient la scène, curieux ou soulagés. Ce qui, quelques minutes plus tôt, aurait pu provoquer malaise ou gêne, ressemblait maintenant à une libération silencieuse. Les agents, sans brusquerie mais fermement, invitèrent Madame Dubois à rassembler ses affaires. Elle se leva, ramassa machinalement son sac à main trop lourd, puis jeta un dernier coup d'œil à la cabine. Il n'y avait aucun regard complice, personne pour lui témoigner le moindre soutien. Son passage jusqu'à la sortie ne fut freiné que par ses protestations vidées de leur force. La porte se referma doucement derrière elle, comme si l'avion respirait à nouveau. Dès qu'elle disparut, une vague de soulagement palpable parcourut les sièges, même si le silence régnait. Léa et Tom, toujours assis côte à côte, échangèrent un petit sourire sans éclat ni triomphe. C'était surtout une reconnaissance muette du courage d'avoir tenu bon. Le reste des passagers retrouva ces conversations à voix basse. Certains glissèrent un commentaire sur le fait que, finalement, personne n'est vraiment au-dessus des règles si tout le monde décide d'y veiller ensemble. Pour Léa et Tom, il s'agissait de bien plus que le simple confort de leur fauteuil. Ils venaient d'assister à une leçon que le pouvoir n'est jamais au-dessus du respect. L'avion reprit alors ses allures habituelles. Les écrans redevinrent le centre d'attention, les hôtesses passaient avec les boissons, l'Atlantique s'étendait à perte de vue dehors. Mais jamais, peut-être, ils n'auraient cru que ce vol resterait gravé dans la mémoire de tant de gens, comme un symbole discret mais puissant d'un changement possible quand chacun accepte de regarder l'autre en face. Le calme revenu, une impression nouvelle se répandait parmi les voyageurs. Ce n'était plus seulement un vol de la routine entre Paris et New York, mais un moment où chacun se sentait enfin vu et respecté. Un peu plus tard, alors que le personnel de bord reprenait le service, M. Moreau, le directeur exécutif d'Air France, se leva de sa place en classe affaires. Il remonta l'allée, regardant Léa et Tom avec un mélange d'embarras et de sincérité qu'on voyait rarement chez les hauts dirigeants. Arrivé à leur hauteur, il s'arrêta devant eux, puis, assez fort pour être entendu par les autres passagers, il déclara «
Je veux sincèrement vous présenter mes excuses. Au nom d'Air France et de toute l'équipe, ce qui s'est passé aujourd'hui n'aurait jamais dû arriver dans nos avions, ni ailleurs. Sachez que des mesures concrètes seront prises. De nouvelles formations pour notre personnel, une ligne directe pour signaler les injustices, l'engagement, d'agir vite, vraiment, si pareille situation se reproduisait. On pouvait sentir que cette intervention n'était pas seulement un discours préparé, mais un effort réel pour marquer la prise de conscience de la compagnie. Léa prit alors la parole, sa voix posée malgré l'émotion. « Merci, Monsieur Moreau. Recevoir des excuses, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte surtout, c'est que l'on mette en place des changements pour que personne n'ait à vivre ce que nous avons traversé. Ce qui s'est passé est dur, mais ce serait encore pire que cela recommence pour d'autres simplement parce que rien ne bouge. » Sa maturité, à peine sortie de l'adolescence, impressionna ceux qui l'écoutaient en silence. Autour d'eux, plusieurs adultes baissèrent les yeux, repensant à leur propre petite lâcheté ou à ces fois où ils avaient préféré ne rien dire. Pour la première fois, ils ne cherchaient pas d'excuses à leur propre inaction. C'était un réveil discret, une sorte de remise en question de ces petites habitudes qui ferment les yeux sur ce qui dérange. Le vrai changement, pensa Tom, naîtra de ces prises de conscience individuelles, bien plus que des promesses à la hâte. L'atmosphère, même discrète, portait maintenant un respect neuf, celui d'avoir affronté ensemble l'injustice pour, peut-être, faire bouger un peu les choses. Après toutes ces émotions, l'avion reprit enfin son envol, quittant la piste de Roissy-Charles de Gaulle pour prendre la direction de New York. Ce décollage, tellement attendu, ressemblait à un symbole. Les passagers, qui venaient tout juste de partager un moment fort, échangeaient des regards pleins de respect et parfois de reconnaissance. Dans les rangées, on se disait bonjour d'un sourire. Certains glissaient à Léa et Tom des mots discrets. « Bravo, vous avez eu du cran » ou bien se contentaient d'un pouce levé, simple mais significatif. Cet élan spontané remplaçait la gêne qu'il y avait eue quelques heures auparavant. C'était une façon nouvelle de voir l'autre, de montrer que leur courage, en pleine tension, avait réveillé quelque chose chez tout le monde. Léa sentit que ce qu'ils avaient vécu n'était pas seulement admiré, mais avait ouvert chez plusieurs l'envie de faire mieux à l'avenir. La pression ressentie se transformait petit à petit en une fierté tranquille, mêlée à cette intuition qu'une progression devenait possible. Dans les allées, même le personnel semblait plus attentif, plus concerné. On proposa à Tom un chocolat en plus, à Léa une couverture supplémentaire, de tout petits gestes, anodins, mais qui voulaient dire « on vous voit, on vous comprend ». Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, au siège de la filiale américaine d'Air France sur Lexington Avenue, M. Marin, leur père, suivait l'avancement de la procédure d'un œil anxieux. Depuis le tout début, il n'attendait rien de plus pour ses enfants que ce qu'il aurait souhaité pour lui-même. Alors, lorsque l'email officiel lui parvint pour lui annoncer que tout était résolu, qu'aucune tâche ne resterait sur le dossier de Léa et Tom, il ne put retenir des larmes discrètes. À voix basse, embarqué par l'émotion, il répéta à sa collègue ce qu'il disait depuis toujours « Je ne veux pas pour Léa et Tom des privilèges, juste la justice, celle qui permet à chacun de vivre tranquille, à égalité, l'homme partout. » Dans l'avion filant au-dessus de l'océan, 2 adolescents étaient maintenant porteurs d'une petite victoire, mais surtout d'un nouvel espoir. Au-delà des nuages, un avenir leur semblait soudain bien moins fermé qu'au départ. Quelques jours plus tard, alors que la routine semblait reprendre son cours, l'histoire de Léa et Tom s'était déjà répandue bien au-delà des couloirs de l'aéroport et du voisinage. Les sites d'actualité, les réseaux sociaux et même des émissions du soir en parlaient. Ce qui s'était produit à bord du vol entre Paris et New York avait remué quelque chose de profond dans tout le pays. Air France, de son côté, publia sur son site un engagement public et officiel. La compagnie annonçait qu'elle allait revoir, dans les mois qui venaient, toutes ses politiques afin de renforcer la lutte contre la discrimination. De nouveau,
Programmes de sensibilisation pour les équipages et le personnel au sol furent détaillés, ainsi qu'un service accessible à tous pour signaler tout comportement injuste. D'une simple crise, l'affaire était devenue le déclencheur visible d'une transformation institutionnelle. Beaucoup dans le public parlèrent d'un avant et d'un après. À la maison, Léa et Tom passaient la soirée dans leur salon, assis côte à côte sur le grand canapé bleu qui avait vu tellement de discussions familiales. Dehors, les bruits de la ville filtraient à peine à travers les fenêtres fermées. Même la rumeur de New York avait l'air d'avoir ralenti pour leur laisser un peu de repos. Ils repensaient ensemble à chaque étape, du malaise initial à la décision d'affronter l'injustice, puis à cette tornade médiatique inattendue. Tom, un peu surpris de tout ce qui avait suivi, lança la question qui le travaillait. « Tu crois que ça a vraiment changé quelque chose ?» Léa hocha la tête, pensive. On a prouvé qu'on pouvait secouer une grande entreprise, mais surtout que c'est possible d'inspirer les autres à ne plus simplement accepter les choses parce qu'elles sont comme ça. Un silence doux s'installa, plein d'admiration mutuelle. Ils sentaient qu'au-delà des retombées visibles, l'essentiel était ailleurs. Ils n'avaient jamais marchandé leur dignité, même quand tout un système semblait leur dire de baisser les bras. Avec la lumière de la ville au loin et le soutien discret de leurs pères, Léa et Tom comprirent que la vraie force ne réside ni dans le bruit ni dans le nombre, mais dans la persévérance à faire ce qui est juste, même quand on est seul face à l'injustice.